un tunnel de 150 mètres de longueur. C'est ici que les esclaves ivoiriens enchaînés traversaient pour leur embarquement sur les navires des colons au large de Sassandra dans le village de Dréouin. Pour marquer cette histoire déshumanisante de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier, un planting d'arbres a été fait sur les lieux pour la délimitation de ce site historique. L'initiative est de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière qui veut, à travers son projet Route de l'esclave, faire de ce site un lieu de pèlerinage pour les touristes nationaux et internationaux. Nous avons des sites de mémoire très importants qui ne sont pas moins bien que ceux du Ghana, pour lequel Ghana fait 1 million de touristes à l'heure actuelle. Mais pourquoi pas nous? Et donc, il faut faire en sorte que la richesse revienne. Créer par exemple un centre de formation au métier de l'artisanat. Les jeunes gens qui vont y travailler verront leurs objets qui vont être achetés par les pèlerins et les visiteurs touristiques. Faire en sorte qu'on n'oublie pas cette traite négrière. Bonne nouvelle pour les riverains de Dréouin et de Bassa qui sont les premiers bénéficiaires du projet Route de l'esclave. Quand nos femmes, quand nos enfants, quand nos filles vont faire des maquis pour que chaque touriste prenne son repas, c'est un petit quelque chose à la population. Non, économiquement, ben ça va, ça peut nous profiter. Beaucoup de nos enfants, dans l'avenir, ils peuvent profiter et puis raconter aussi à leurs enfants. C'est de prendre au sérieux ce projet. Plusieurs sites de mémoire ont été identifiés et délimités, tels que l'arbre de 170 ans, sous lequel les esclaves ivoiriens marquaient une pause avant la traversée du fleuve Bandama dans le village de Nandibo, à Grand Laou, et la source d'eau de Kanganyase, qui a servi du lieu de bain des esclaves dans le département de Tiassalé. Une journée qui vise à valoriser et à promouvoir le patrimoine culturel de ce peuple autour du thème la cohésion sociale et le développement. À cette occasion, le président du conseil régional Ian Philippe a rendu hommage au peuple Agni qui vit en bonne intelligence avec le peuple Lobi depuis des lustres. Il les a aussi exhortés au respect des us et coutumes de leurs tuteurs afin de sceller l'entente et consolider la paix. Le président de la cérémonie, Ian Yakoubassi, a souligné la nécessité du brassage culturel facteur de cohésion sociale. Il a invité les organisateurs à perpétuer cette tradition. Quand Yul Sansan François, directeur du patrimoine de l'État, soulignait la nécessité de s'approprier la décision de rendre l'école obligatoire. Cette célébration s'est ensuite poursuivie à Bondoukou dans le Gontougo en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, qui a encouragé les initiateurs à continuer ce noble combat de promotion humaine et culturelle. La deuxième édition de la journée du peuple Lobi a donné lieu à des expositions d'objets d'art et des démonstrations de danse de troupes venues de Bouna. Le cinéma, comme tout autre art, obéit à des règles. Une œuvre cinématographique de qualité nécessite à la base un bon scénario. Et c'est à ce niveau que les films africains peinent à relever le défi. La formation est donc nécessaire. Une dizaine de professionnels et débutants dans le domaine du cinéma participent à ce séminaire pour se perfectionner en écriture scénaristique. Mais on peut attendre d'eux que ce soit, à mon avis, une vague de scénaristes qui vont permettre à l'Afrique également de faire des films qui seront en concurrence avec les films du monde entier au niveau scénaristique. Parce qu'il est très important de savoir que le scénario, c'est le plan d'un film. Et sans bon scénario, on ne peut pas faire de bons films, c'est impossible. Le cinéma repose essentiellement d'abord sur le scénario. Parce qu'un bon scénario peut donner un film intéressant. Et un mauvais scénario ne donnera jamais un film intéressant. Donc c'est vraiment la cheville ouvrière de toute l'industrie cinématographique. Les participants à cette formation se réjouissent de cette initiative. Ce séminaire nous a apporté vraiment un plus dans les écritures, à savoir des choses qu'on ne connaissait pas avant. Et maintenant on sait comment orienter nos écritures pour des scénarios performants. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a eu aujourd'hui comme formation, nous allons vous donner une autre qualité d'image, une autre qualité du cinéma. Oh, j'ai appris beaucoup de choses sur le conflit dramatique, le sujet, le genre. Et c'est un séminaire qui doit être répété pour qu'un maximum de personnes puissent apprendre des choses. Le cinéma ivoirien à la recherche d'un nouveau souffle. Selon l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, ONACI, cette formation va contribuer à relever le niveau du cinéma en Côte d'Ivoire.
Comme son père Fela, c'est à travers sa musique que Sean Kuti crie sa colère. À 32 ans, avec déjà 3 albums en poche, il est devenu une star de l'afrobeat, un cocktail explosif de jazz, funk et musique traditionnelle africaine. 18 ans après la mort de celui qu'on surnommait le Black President nigérian, son fils mesure l'héritage laissé par son père. Il faut bien comprendre qu'il n'était pas simplement un homme, il était plus que cela. Il a ouvert la voie aux musiciens d'Afrique qui voulaient changer la vie des Africains. C'est dès l'âge de 8 ans que Sean s'offre au public. Avec Egypt Haïti, l'orchestre de son père, il assure les premières parties de ses concerts. En 1997, Fela Kuti décède. Aujourd'hui, son fils continue son combat avec les mêmes musiciens. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas seulement une musique pour danser ou des chansons d'amour. Notre musique existe pour influencer, informer la population. Ensuite, ces personnes peuvent prendre les bonnes décisions pour s'améliorer. C'est ça l'afrobeat. Fela Kuti a inlassablement dénoncé les injustices et la corruption de la classe politique nigériane. Aujourd'hui, le combat reste le même, mais ses héritiers s'élèvent avant tout contre la montée du groupe islamiste Boko Haram dans leur pays. Vous ne pouvez pas croire en Dieu ou suivre une religion en tuant des femmes et des hommes. Aucune religion impose de tuer des êtres humains pour se convertir à leurs idées. Cela n'existe pas. Depuis 2009, Boko Haram, affilié à l'État islamique, a fait au moins 17 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés. Nous ne devons pas être effrayés face à la violence des tyrans, car si nous avons peur, nos enfants seront eux aussi gagnés par la peur. Puis ce sera au tour de leurs enfants, et ainsi de suite. Donc une génération doit stopper tout cela. Et je pense que ma génération peut le faire, car c'est la génération la plus instruite que l'Afrique ait connue. 18 ans après sa mort, le message de Fela continue de résonner. Il peut compter sur Sean, mais aussi Femi, un autre de ses fils, pour assurer la descendance afrobeat. Championnat à l'arrêt, joueurs frustrés et supporters désabusés, le football togolais est en proie à une crise sans précédent. Depuis près d'un an, aucun match de championnat n'a été disputé depuis l'arrêt de la saison 2014-2015. Une situation qui paralyse les joueurs. Nous les joueurs, ça ne nous avantage pas parce qu'on ne joue pas le championnat. C'est vraiment regrettable pour un grand pays de football qu'est le Togo qui a participé à beaucoup de compétitions, par exemple la CAN, le mondial, tout ça là. Et puis bon, on ne sait pas pourquoi depuis là on ne joue pas vraiment, c'est regrettable. La reprise des championnats était prévue en mars puis reportée en septembre, mais aucun match officiel n'a eu lieu. En cause, la dissolution de la Fédération togolaise de football par la FIFA pour mauvaise gestion et désaccords internes. Un comité de normalisation a été mis en place pour résoudre la crise. Un comité illégitime pour la plupart des clubs qui pointe son incompétence et un véritable casse-tête pour le sélectionneur de l'équipe nationale. C'est pas facile de trouver des joueurs. Je suis maintenant 4 mois entraîneur ici et j'ai vu beaucoup de matchs chaque jour, chaque semaine. Je suis dans les petits stades des quartiers. On a vu, je pense, ensemble avec mon adjoint, plus de 1000 joueurs. Mais naturellement, on ne vu pas tous les joueurs parce qu'il n'y a pas de ligue. Le comité de normalisation, qui ne souhaite pas s'adresser officiellement aux journalistes, estime qu'un club de première division est amené à dépenser plus de 90 000 € par an. Une somme importante alors que l'État togolais n'alloue qu'une subvention de 15 000 € au club. En attendant une résolution du conflit, des petits tournois sont organisés entre les clubs du pays. Tout le public a soif de ballon et on est là sans réponse, on attend toujours. Ce genre de tournoi nous permet aussi de pouvoir voir au moins le public se réunir autour du ballon.
Autre effet de la crise, le match préparatoire Égypte-Togo pour les qualifications mondiales de football 2018 a été annulé faute d'organisation. Le foot togolais ne tourne décidément pas rond.